Salut les amis, bienvenue dans Starter pour parler du Grand Prix des Pays-Bas, de retour après 36 ans d'absence au calendrier. Le circuit Old School de Zandvoort et ses 4 km 259 qui propose un tracé technique, rapide et incroyable. 2 zones de DRS pour la course et surtout un public de haute voltige. Et rien que ça fait depuis vendredi de Zandvoort un futur classique du calendrier. Ah oui, le public acquis à la cause de Verstappen, bon ça c'était attendu, avec cette marée orange déjà en feu à la veille des essais. C'est juste exceptionnel. Le circuit qui est vraiment à l'ancienne, il y a très peu de dégagement par la piste, tout comme dans les stands, c'est vraiment restreint. Les 2 bankings qui sont juste impressionnants, avec les erreurs aussi qui se payent cash. Le décor qui est d'un autre temps, qui est presque inattendu. Franchement, il y a de tout pour faire de cette course un futur classique du calendrier. En plus, si vous avez eu la chance d'y avoir pu rouler sur simulateur, avec les jeux fin 2020-2021, iRacing, Project Car ou autres, vous savez que ce circuit, c'est un pur régal. Et en plus, avec un championnat qui est vraiment de plus en plus indécis, je peux vous dire que c'est vraiment la course qu'il ne faut pas rater. Ah oui, même les excuses les plus sérieuses, on les accepte pas. Surtout dans un triple leader intense. D'ailleurs, petit rappel dans l'épisode précédent. On peut utiliser ce terme pour la blague du Grand Prix de Belgique. Noyé sous la pluie ardennaise, la course n'a pas pu se dérouler sous les meilleures conditions. Cela est même devenu une mauvaise blague. 3 heures d'attente sous la pluie pour les pilotes et les équipes et aussi les spectateurs, que des tours derrière la safety car qui aurait donc entériné un résultat. Victoire de Max Verstappen devant George Russell qui signe son premier podium avec Williams, avec Hamilton pour conclure. On va pas se mentir, on s'est senti lésé par ce sketch de gestion de la FIA pour ce Grand Prix. Je vais pas revenir sur les faits, mais c'était grotesque. D'ailleurs, il y a bien une chose qui n'a pas changé entre Spa et Zandvoort, c'est le drapeau rouge, qui aura bien perturbé les essais et les qualifications. On verra si ce sera aussi le cas pour le Grand Prix. Oh que oui, déjà quand on a pu voir les courses de Formule 3, W Series et Porsche Super Cup, c'était aussi animé. Alors pour la Formule 1, à noter qu'on a aussi un invité surprise sur la grille, avec Robert Kubica, appelé en renfort samedi matin chez Alfa Romeo, pour remplacer Kimi Räikkönen qui a été testé positif au Covid-19. Bon, pas de symptômes pour le Finlandais. Et avant de crier au scandale gratuitement, sachez que les Pays-Bas avaient demandé que tout le paddock soit vacciné pour rouler ce week-end. D'ailleurs, Kimi Räikkönen, on en parlera en fin de vidéo. On passe au plus important, la qualification. Pourquoi je dis important ? Vous allez voir, on y va. Les résultats de la qualification avec la 10e pole position de Max Verstappen devant son public et pour 38 millième devant Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Pierre Gasly étonnant 4ème, il devance les 2 Ferrari de Charles Leclerc et de Carlos Sainz qui sont devant Antonio Giovinazzi. Les Alpines d'Esteban Ocon et de Fernando Alonso devant ce Daniel Ricciardo qui est 10ème. Suit ensuite George Russell 11ème devant Lance Stroll et Lando Norris. Il devance Nicolas Latifi et Yuki Tsunoda, Sergio Perez très loin devant Sébastien Vettel, Robert Kubica 18ème pour son intérim devant Mick Schumacher et Nikita Mazepin. La séance fut animée avec déjà une piste qui s'est améliorée très vite pendant la Q1. Les pilotes qui ont gagné au moins 1 seconde sur leur tour chrono. C'est beaucoup. Des chronos améliorés et aussi regroupés puisqu'on a quand même retrouvé 17 pilotes de la même seconde. 17. C'est pour vous dire que le peloton s'est regroupé le temps d'un instant. Ça laisse rêveur. Et on a même pensé que ce scénario aurait pu se répéter dans les autres sessions de la qualification. Ce n'est pas le cas. Ah non, pas vraiment. Déjà parce que on a les pilotes Williams qui nous ont sorti 2 drapeaux rouges. Avec d'abord Russell avant le grand banking. Il attaquait tellement dans son tour chrono, et apparemment aussi gêné par un coup de vent qui passait par là, il est parti dans les graviers. Et on pensait qu'il aurait cassé sa voiture. Ah oui, parce que quand on a vu les images, non. Il a pu repartir et rentrer au stand comme si de rien n'était.
Par contre, pour son coéquipier, Latifi, bon bah c'est plus différent. Hein, lui, il est sorti de la piste, mais cette fois, il est allé fracasser sa voiture dans les Tech Pro du virage 9. C'est sûr qu'avec une roue dans l'herbe, ça freine moins bien. Hein. C'est vraiment dommage pour Williams parce que l'équipe faisait vraiment une bonne qualification. Et on aurait pu vraiment en avoir une, voire les deux, hein, dans l'absurde, qui aurait pu être dans le dernier panier. Malheureusement, c'est pas le cas. Et c'est vraiment dommage. D'ailleurs, il y a un pilote qui a aussi mis sa voiture chiffon, mais c'était le midi en essai. C'était Carlos Sainz. Bah, l'Espagnol qui a réussi le 6ème chrono peut offrir une tournée générale à ses mécanos. Ah, parce que chez Ferrari, ils ont réussi à mettre en temps et en heure en état la voiture de l'Espagnol. Ah, vraiment, les refaire de A à Z, le poids en roue, la géométrie, tout ça. Et en plus, ils se retrouvent derrière Leclerc sur la grille. C'est pour vous dire que c'est impressionnant. Après, après c'est pas étonnant quand on voit les essais. Et puis, si les Ferrari sont bien placés dans la séance, c'est parce que Zandvoort c'est un circuit typé Monaco. On a bien pu voir pendant l'épreuve monégasque que les voitures rouges avaient très bien performé. On va y surveiller pour le Grand Prix parce que ça peut être toujours intéressant. Limite, peut-être en avoir une sur le podium dans le pire des cas. Restons avec les équipes italiennes, puisqu'on a la 4ème place de Pierre Gasly, qui, lui, ne sait même pas comment il a pu sortir ce chrono. Hein. Il a expliqué au micro de Canal+. Il était vraiment surpris d'être 4ème, ce qui est un super comme résultat. C'est encore une très bonne performance pour lui. Mais la surprise vient d'Antonio Giovinazzi, en grande forme ce week-end. Bon, c'est la 3ème fois qu'il accède à la Q3 cette saison, mais faire le 7ème temps avec son Alfa Romeo, c'est juste être dans son élément. Il est très bien placé. Voilà. C'est un peu comme si sa place était en jeu. Si vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, on va parler de Paulman, qui aurait pu la perdre sa pole devant son public. Ah, ça leur a foutu mal, hein, franchement. Parce que Max Verstappen, il a quand même réalisé un chrono de dingue. D'ailleurs, c'est le premier du week-end à avoir passé sous la barre des 1 minute 10 pour le chrono. Je dis qu'il aurait pu perdre sa pole parce que son tour confirmant sa performance, non seulement était superbe, mais il n'a pas activé le DRS dans la ligne droite des stands. Vu comme ça, c'est un détail. Mais le DRS va être quand même pendant la qualif. Et parce que derrière, ça a été une super surprise parce que le chrono d'Hamilton, qui est revenu comme un souffle chaud dans le cou, à 38 millième. C'est rien, 38 millième. Et je peux vous dire que cela aurait foutu mal si Hamilton avait battu Verstappen pour la pole. Pour une simple histoire de DRS pas activé. Ah bah ça l'aurait foutu mal si Hamilton avait battu Verstappen pour une histoire à la con de DRS. Ah bah, Red Bull aurait sauté sur l'occasion pour faire les rageux, hein. Déjà qui râle au moindre fait et geste de l'équipe allemande. Oui, vous avez vu qu'est-ce qu'ils font avec leur couverture chauffante. Oui, regardez le rond qui est bien flexible. C'est pour vous dire qu'un matin, on va se réveiller et on va apprendre que Red Bull a porté réclamation contre Hamilton parce que l'anglais aurait coulé un bronze entre Taylor et Taylor, savoir si c'était autorisé. Oh. Et puis, au lieu de chercher des noises, il ferait mieux de faire en sorte que leur deuxième pilote ne reste pas planté comme un blaireau en Q1. Ah bah oui, si Perez est qualifié 16ème dans la séance, c'est que Red Bull a chié dans la colle et puis c'est tout. Faire sortir un pilote au tout dernier moment avec de gros risques de trafic et l'idée qu'il peut se faire ressortir, tout ça en tout début de qualification, faut arrêter. Et c'est quoi l'excuse? Pour avoir un tour propre, un tour clean? C'est nul. Et attendez, on n'est pas encore à Monza. On n'est pas encore. Bon, je vous passe aussi l'histoire entre les As qui a ruiné les chances de Vettel, hein, pauvre Gunther. On va pas en rejeter, ça ne sert à rien. Puis voilà, non, la qualification était quand même très animée, on a eu vraiment du spectacle. Ça nous promet vraiment pour un Grand Prix. D'ailleurs, pour le Grand Prix, il y a une grille de départ. La voici, on se retrouve juste après. La course s'annonce électrique et la tension est au-dessus de ce qu'on attend. À un niveau où on n'est même pas préparé, c'est pour dire.
Et je vous rassure que ça a redescendu assez vite. Et même pour vous dire que la tension était assez exceptionnelle, la FIA a même prévenu les pilotes et les équipes pour leurs arrêts au stand pour ne pas se gêner tellement que la place manque devant les garages. Alors, est-ce que le départ sera-t-il un remake de Silverstone? Non. Verstappen prend le leadership au départ, et en plus avec une avance confortable. Hamilton aura du mal à sortir du premier virage, ce qui va creuser un vrai écart entre les deux prétendants au titre. Mais pendant la course, on sent que Hamilton n'est pas serein, et ce depuis vendredi vu tous les problèmes que Mercedes a connus. Il faut vraiment attendre les premiers arrêts au stand pour les leaders pour que ça commence à bouger. Hamilton d'abord, puis Verstappen. Bottas reste en piste, car l'idée de Mercedes est de faire bouchon grâce à Bottas. Ah, ça va marcher, mais pas longtemps, parce que le bouchon Bottas, il va sauter assez vite. Alors dans les faits, ça a peut-être permis à Hamilton de se rapprocher de Verstappen, jusqu'à un retour du statu quo au début de course. Les mêmes écarts, l'entente cordiale entre les deux pilotes. Sauf que Mercedes décide de changer de plan et d'arrêter Hamilton pour la deuxième fois. Et bien sûr, Red Bull a décidé de couvrir cette stratégie, histoire de ne plus refaire la même erreur comme à Barcelone cette année. D'ailleurs, pour la petite histoire, Red Bull avait redonné la monnaie de sa pièce à Mercedes au Grand Prix de France. Vous irez voir les deux débriefs. Je vous confirme que ce sont des faits assez intéressants de l'année. La différence est que Hamilton, lui, est ressorti en pneu médium, déjà rodé, et Verstappen, lui, est ressorti en pneu dur, neuf. Mais dans ce plan, il y a un accro. Ah oui, il y en a un et un pas mal. Il se passe que Mercedes a arrêté trop tôt Hamilton. Résultat, l'anglais repart dans le trafic. Ça va l'obliger à taper dans sa gomme, carrément à la cramer, et surtout, il ne pourra jamais réduire l'écart sur Verstappen. Enfin, si, l'écart sera quand même réduit, mais pas assez. Parce que c'est bien le trafic qui va aider Verstappen à maintenir l'écart entre lui et Hamilton. Et à chaque moment où on s'est dit, tiens, l'anglais arrive à réduire l'écart encore plus qu'avant, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus, et même si la voiture pouvait s'alléger, que Hamilton, qui n'arrêtait pas de se plaindre à la radio en disant que ses pneus n'avaient plus de jus, malgré tout, il aura quand même essayé de remonter, de réduire cet écart, et bah au bout d'un moment, plus rien. Plus rien pour l'anglais, obligé de relâcher l'effort. Enfin, obligé de relâcher l'effort, il fera quand même un troisième arrêt. Mais alors ça, par contre, c'est plutôt à cause de son équipe. On verra ça après. Et le résultat de ce Grand Prix, c'est le suivant. La victoire de Super Max Verstappen devant son public. Il devance donc les deux Mercedes de Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas. Pierre Gasly 4ème devant Charles Leclerc. Fernando Alonso termine devant Carlos Sainz et Sergio Perez. Esteban Ocon finit devant Lando Norris qui complète le top 10. Et le meilleur tour en course, in extremis, c'est pour Lewis Hamilton. Bah finalement, on s'est enflammé pour rien, c'est pas une course folle qu'on a eue, qui était plus stratégique. Mais n'empêche, c'était un régal de voir ce circuit. Et on a eu malgré tout quelques belles actions en piste, même si c'est allé au contact pour certains. Limite, c'était plus calme que dans les week-ends et que les autres courses. Par contre, chose rare, on a eu que 3 pilotes dans le même tour que le leader. Bah, c'est-à-dire au podium, vous irez voir le podium dans le même tour, voilà. Il est sympa ce circuit, mais il est très rapide quand même. Et puis surtout, une chose à noter, c'est que le public a été respectueux. Et ça change parce que ces dernières courses, c'était un comportement inadmissible envers les pilotes pour telle action ou telle personnalité. C'était du n'importe quoi. Là, ce week-end, c'était très bien. Si ça pouvait continuer, ça serait incroyable. On fait le point sur les équipes et les pilotes et on va commencer avec ceux qui ont dominé la course. Que voulez-vous que je vous dise pour Max Verstappen? Prophète en son pays, il a réussi à tenir en respect ses adversaires du jour. Il n'a pas été plus embuté que ça. Je vais pas dire que c'était une journée calme pour lui, parce qu'il y avait malgré tout un risque que ça ne tienne pas.
Mais ça a tenu, c'est allé au bout et Red Bull et son pilote sont sortis vainqueurs à Zandvoort. Sergio Pérez, quant à lui, mal qualifié, qui part des stands et en plus après un remplacement de pièces sur son moteur, ça n'annonçait pas pour lui une tranquillité en course. Pourtant, il s'est donné pour remonter dans le peloton et ça a bien fonctionné. Même s'il a dû aller au contact pour passer au forceps, il a fait ce qu'on attendait de lui. Mais c'est vraiment dommage que la qualification lui ait tout mis dans les pattes. Ça a un petit peu gâché son week-end, honnêtement. Entre des alertes moteurs et une première ligne attendue, Mercedes avait cœur à répondre à Red Bull. Ça n'a pas vraiment marché. Et pire, ils ont réussi à se saboter. Hamilton aura tout tenté pour essayer de rattraper Verstappen, mais en vain. Entre le trafic qu'il y a eu tout au long de la course, la stratégie de son équipe, sa radio aussi, où il était vraiment frustré, hein. Bon, c'est un classique, vous me direz, mais il faut admettre que Hamilton n'avait pas les outils. Mais il n'a pas été aidé par son équipe non plus, qu'il arrête non seulement trop tôt pour se démarrer, et puis aussi son troisième et dernier arrêt dans les derniers tours pour reprendre le meilleur tour en course, piqué par son coéquipier. Parce qu'on va en parler de Bottas, qui a pourtant essayé d'aider son équipe en faisant le bouchon. Oui, il a essayé, ça n'a pas marché. Et en plus, quand en fin de course on lui chausse les pneus soft par sécurité, on lui demande qu'il ne doit surtout pas faire le meilleur tour. Ben non. Il a réussi à enlever ce meilleur tour à son coéquipier. Je vais vous dire, pour le coup, j'ai pas compris Mercedes. Parce que lui mettre des pneus soft et pour voir le risque de Bottas d'aller chipper le point bonus, c'était idiot. Quitte à éviter ce genre de bévue, il pouvait bien lui mettre un autre train de médium ou de dur. Il lui en restait. C'est bien simple, Mercedes n'était pas bien ce week-end. Ils ont vraiment bâclé leur stratégie. Il reste peu de courses, et je peux vous dire que ce genre d'erreur qu'on a vu ce week-end, ça pourrait leur coûter cher. Franchement, s'ils arrivent à répéter ce type d'erreur, ça va être compliqué. Une bonne forme pour Ferrari qui est bien depuis vendredi sur un circuit typé Monaco, et ça a bien réussi dans cette course, surtout avec une stratégie osée avec les pneus durs. C'était les premiers à y croire à ça. Charles Leclerc a fait le boulot, il n'y a rien à dire de plus particulier pour lui, pour cette course. Parti 5ème, fini 5ème. Mais c'est bien. Un peu moins facile pour Sainz qui a perdu une position dans le dernier tour de course, mais malgré tout, il a fait aussi le boulot. Alors c'est peut-être un peu court le bilan sur Ferrari, mais sachez que ce résultat sera important pour le classement en général, vous verrez. McLaren commence à marquer le pas ce week-end à Zandvoort. Les voitures de Woking étaient en dessous des attentes. Pourtant, cela aurait pu être une bonne course pour Lando Norris, lui qui avait remonté dans le peloton avant de se faire avoir par Perez très en verve, et très énervé aussi. D'ailleurs, c'est le seul pilote de l'équipe à ramener des points aujourd'hui, alors que les deux voitures étaient pourtant bien placées dans le top 10. Même si Daniel Ricciardo aura tenté d'être au plus haut au classement, il est descendu progressivement. Et franchement, il lui manque quelque chose pour que Ricciardo concrétise avec McLaren. Et ça serait bien que l'équipe fasse quelque chose pour lui. Parce que côté championnat constructeur, il faut commencer à le payer. D'ailleurs, il commence. J'attendais beaucoup d'Alpine dans ce week-end qui correspondait bien à sa voiture. Et le résultat est plutôt correct. En plus, la course aurait pu tourner au plus court entre les deux voitures. Des touchettes dans le premier tour auraient pu tout ruiner pour l'équipe française. Mais heureusement, ils ont pu compter sur un Alonso où ses départs sont toujours un régal. Ah oui, et puis, il y a aussi l'expérience d'Indianapolis qui a dû lui servir pour les bankings. Ah, si vous allez voir le premier tour, vous voyez comment il déboîte à l'extérieur. C'est magnifique. Il a fait une superbe course alors que celle d'Esteban Ocon était un peu plus compliquée. Mais je retiens quand même que les deux voitures sont dans les points. Et ça, très honnêtement, c'est le plus important face à AlphaTauri. Tiens, on va y passer à l'équipe, vous allez y comprendre.
Parce que chez Alpha Tauri, c'est bien simple, c'est peut-être la plus belle course de Pierre Gasly dans cette saison. Il n'a peut-être pas bougé au classement, certes, mais il termine premier des autres. Le départ parfait, sans risque, tout sous contrôle, et il termine quatrième. C'est un excellent résultat pour lui, ce qu'il fait avec sa voiture. C'est juste du travail parfait. Il n'y a rien à lui reprocher. Par contre, pour Yuki Tsunoda, triste à dire, mais on l'a pas vu du week-end. Et c'est vraiment regrettable pour lui. C'est la déception pour Aston Martin, en grande difficulté ce week-end, très loin du compte et assez transparent. Alors bon, si Vettel n'a pas connu une superbe qualification, sa course ne fut pas de tout repos non plus, et en plus avec une voiture qui a décroché dans le banking, ça la fout mal. Et pour l'Stroll, il paraît qu'il est venu, mais lui aussi était très loin du compte en course. Ça commence à s'annoncer compliqué pour la suite pour Aston. Alfa Romeo, on va commencer par Robert Kubica qui doit assurer l'intérim à la place de Raikkonen. Il fait de son mieux au volant de l'Alfa Romeo, on va pas se mentir. Mais bon, il était bien loin en course, c'était attendu, mais le Polonais a malgré tout vu l'arrivée. Et ça, c'est quand même important. De l'autre côté du garage, il y avait quand même une grosse performance de Giovinazzi, qui a réussi de bons résultats depuis le début de ce week-end, qualifié 7ème, qui égale également son meilleur résultat en qualification. Mais bon, la course fut compliquée pour lui, il est retombé dans le classement assez rapidement, voiture pas assez performante, et puis aussi des stratégies qui sont assez bizarres chez Alfa Romeo. Dommage pour lui parce que je pense qu'il aurait pu faire encore mieux en course, je pense. Ça fait plusieurs courses que Williams commence à retrouver des couleurs, et ça aurait pu se concrétiser ce week-end avec une bonne qualification, je pense. Les deux pilotes terminent loin du compte malheureusement. En plus, George Russell a connu un souci en fin de course, et c'est regrettable. Après, je pense que ce souci doit être un effet de cause de sa sortie hier en qualification. Et puis pour Latifi, lui est parti des stands. La remontée n'a pas été de tout repos. Et pourtant, il a fait quelque chose en course, et ça m'a fait plaisir. Ah ouais, ce qu'il a fait, il a rien fait. Si vous regardez, il fait rien. Il fait sa course. Pourtant, il a réussi à mettre en respect un pilote. Et si je vous dis c'est quel pilote, là vous me direz, ah ouais, il a fait quelque chose de bien. Et on finit par As. Entre la guerre interne entre les pilotes et les résultats de la piste, ce n'est pas vraiment terrible. Et s'il y a une chose que je constate, c'est que Mazepin, il va se prendre un jour un drapeau noir dans la tronche et il va pas comprendre comment ça va lui arriver. Mais bordel, comment on peut se décaler comme il a pu faire en course, sur des zones de freinage en plus. Et on sent qu'il est frustré de se prendre des tours à chaque fois, ce mec. Il se fait prendre un tour par des voitures plus rapides. Non, il est obligé de tasser. Arrête, ça sert à rien. Il faisait pas ça en Formule 2. Bon, après vous me direz, Mazepin, c'est un... Voilà. C'est dessus qu'on termine le bilan des équipes. Je vous propose de passer au classement pilote et constructeur. Et ça commence à bouger. On y va. Ça bouge du côté des pilotes. Max Verstappen, 224,5 points, reprend la tête du championnat. 3 points d'avance sur Lewis Hamilton, 221,5. Valtteri Bottas récupère la 3ème place face à Lando Norris, 123 à 114. Sergio Perez est 5ème devant Charles Leclerc et Carlos Sainz. Pierre Gasly 8ème du championnat devant Daniel Ricciardo 9ème. Fernando Alonso 10ème ferme le premier tableau. Derrière Esteban Ocon 11ème devant Sebastian Vettel et Yuki Tsunoda. Lance Stroll bloqué à la 14ème place devant George Russell et Nicolas Latifi. Du côté des constructeurs, Mercedes respire face à Red Bull, 344,5 points contre 332,5.
Ferrari remonte à la 3ème place 181,5 face à McLaren 170 points. Alpine toujours 5ème devant AlphaTauri qui remonte progressivement. Aston Martin toujours 7ème devant Williams. Alfa Romeo toujours 9ème. Dernier à 0 points, As. Avant d'en finir avec ce débriefing, on ne peut pas passer à côté de l'annonce de la semaine qui est le futur départ à la retraite de Kimi Räikkönen qui à 42 ans va raccrocher le casque. Eh ouais, 42 ans. En fin de saison, s'il participe au Grand Prix d'Italie, et si la place vacante du calendrier se confirme, il devrait avoir pris le départ de 351 Grand Prix de Formule 1. 351 départs. Ce qui sera tout simplement le record pour un pilote. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter statf1.com. Ça sera encore mieux. Vous verrez qu'Alonso, il s'en rapproche aussi. Mais quand même, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Kimi Räikkönen ? Lui qui a débuté en 2001 chez Sauber après être passé en Formule Renault en Finlande et en Grande-Bretagne. Et encore, une histoire qui me fait rire encore aujourd'hui. La FIA ne va lui donner que sa super licence que pour quelques courses parce qu'ils l'ont jugé trop expérimenté. Tu parles. Alors de Sauber, il va chez McLaren, avec qui il va quand même connaître les premiers succès et les premiers déboires également. Il va jouer le titre en 2005 face à Alonso. Il sera aussi champion avec Ferrari en 2017, qui va le virer en 2009, pardon. Qui va le virer en 2009. Il aura un retour chez Lotus en 2012, un retour gagnant même. Ensuite, nouveau passage chez Ferrari. Et pour finir, le retour aux sources avec Sauber Alfa Romeo. C'est vraiment un personnage Kimi. Pas très explicite, hors du commun des mortels, un vrai caractère bien trempé, un pilote complet et surtout... Santé. Très honnêtement, Kimi, c'est le personnage qui te donne une raison de regarder la F1. Il est continuellement en roue libre. Et surtout, direct avec son équipe ou les autres personnes qui croisent. Hein. Ah, tu lui dis bonjour, prépare-toi à la réponse. Hein. Il va manquer, c'est sûr. Surtout, je retiendrai quand même une chose de sa carrière. C'est son titre avec Ferrari en 2007. Parce que c'est aussi le dernier avec Jean Todt. Et c'est encore à ce jour le dernier pilote champion du monde avec la Scuderia. Bon, oui, son bilan en carrière est très court, hein, je l'admets. Rassurez-vous, je pense que j'ai m'y repencher un de ces jours pour rentrer dans le détail. Après, il consacre une vidéo, on verra bien. Bon, Kimi Räikkönen à la retraite, ok. Mais qui va le remplacer chez Alfa Romeo ? Et pourquoi Bottas ? Parce qu'on attend que ça, bordel du cul, hein. Parce que si tout va bien, je pense que les annonces se feront à Monza, avec l'officialisation de l'arrivée de Bottas chez Alfa Romeo, voire même aussi de son coéquipier. Par contre, ça risque d'être de la clim si c'est pas Giovinazzi à ses côtés. Ah ouais, parce que quand même, l'Italien fait le boulot, il est plus souvent au-dessus de Räikkönen. Après, dans les faits, oui, ça peut être comparable, mais quand même. Après, le remplacement de Giovinazzi est plus ou moins fait parce que voilà, il y a des rumeurs que ça plaise pour être pris soit par Alex Albon, qui serait libéré par Red Bull, ou bien par Nick De Vries, que l'on voit aussi chez Williams, si Russell rejoint Mercedes. Ce qui serait d'ailleurs plus logique. Et puis, pour en remettre une couche, il y a aussi cette rumeur comme quoi Alfa Romeo, via Sauber, pourrait avoir un moteur Mercedes à la place du Ferrari. Sauf que c'est pas possible, hein. Non, c'est pas possible. Même si certains voient déjà sur la route des Alfa Giulia avec des V8 et Mercedes pour le quotidien, c'est beau de rêver, mais non. Non. Pour rappel, Alfa Romeo est un naming pour la structure suisse qui s'appelle encore Sauber Engineering. Mais c'est la marque italienne qui est mise en avant. Alfa Romeo a des liens très proches avec Ferrari, qui appartient au groupe Fiat Chrysler, qui fait partie de Stellantis, le groupe avec la fusion de PSA Peugeot Citroën. Et chez Stellantis, on retrouve Opel, une autre marque allemande. C'est bon, vous l'avez ? Vous le faites le mix ? Si, faites-le, hein. Vous allez comprendre pourquoi c'est pas possible.
Cela reste de la politique de constructeur, de la stratégie commerciale, tout ça. Mais non, on ne verra pas de moteur Mercedes au cul des Alfa Romeo. Du moins pour le moment. Ou alors l'équipe redevient Sauber et Alfa Romeo s'en va. Là, je dirais oui parce que ça serait plus logique. Aujourd'hui, je vous dis non. Voilà. Donc, qui chez Alfa Romeo en 2022? Bottas, c'est sûr, on attend les annonces. Après, qu'on mette Giovinazzi, ça serait logique de rester dans la continuité. Et surtout, même si Alfa Romeo n'a plus l'obligation de mettre un pilote Ferrari, moi je préfère qu'on garde Giovinazzi de la continuité quand même. Après, s'il est remplacé par Albon, De Vries ou un autre pilote, ça serait dommage pour lui, bien sûr. Mais tout ça, je pense qu'on en reparlera bientôt. Ce sera pas le Grand Prix d'Italie, ça sera le prochain Grand Prix qui arrive. Et c'est même dessus qu'on va terminer la vidéo. Et ben merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, à partager, à donner votre avis sur la course, la retraite de Raikkonen, les futurs transferts. Et on se retrouve très très vite pour le Grand Prix d'Italie, tiens, je vous le disais, surtout avec le retour des qualifications sprint. Et je pense que à Monza, on va rire. Je sais pas pourquoi, mais on va rire. Voilà, merci à vous, bravo, à bientôt.